Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 21 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un bal costumé qui se tient à l'Élysée-Montmartre. Un homme en particulier se distingue par sa manière de danser et de se mouvoir qui semble amuser et interroger les autres invités. Or, quelques minutes plus tard, il s'évanouit sur la piste à la stupéfaction générale. Pour lui porter secours, il faut alors lui retirer son masque. Et juste avant cela, une séance de relaxation pour commencer la semaine en douceur. Si ce podcast vous aide à trouver le sommeil, je vous remercie de prendre quelques secondes pour le soutenir en le notant ou en le commentant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On va commencer la semaine avec un petit exercice de relaxation qui va nous permettre de relâcher les tensions accumulées et de se préparer à sombrer dans un sommeil tranquille. Mettez-vous à l'aise, ajustez votre drap ou votre couverture et quand vous le souhaitez, fermez les yeux. On va commencer par prendre ensemble une longue inspiration en gonflant à la fois le ventre et les poumons. Et on relâche toutes les tensions à l'expire. Vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, répéter l'exercice une seconde fois. Portez à présent votre attention sur le sommet de votre tête et plus particulièrement sur l'espace au milieu de votre cuir chevelu. Pendant un petit moment, focalisez entièrement votre attention sur cet espace et observez simplement vos sensations. À présent, dessinez mentalement un petit cercle à cet endroit. Et continuez d'observer vos sensations tout en portant votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Imaginez à présent un pouce se poser dans votre petit cercle et y exercer de petites pressions, délicatement, avec douceur. Observez simplement vos sensations en profitant simplement de cet état de calme qui s'installe. Laissez à présent votre cercle lentement s'agrandir
et venir envelopper et détendre chaque partie de votre corps. D'abord votre cuir chevelu, puis votre visage, vos épaules, votre poitrine, votre ventre, vos hanches, vos cuisses, vos mollets, et enfin vos pieds. Prenez un instant pour simplement apprécier l'état de calme et de sérénité dans lequel vous vous trouvez. Et pendant la prochaine minute, portez simplement votre attention sur votre respiration et sur les mouvements de votre ventre qui vous berce à l'inspire et à l'expire. Notez comme votre corps semble se détendre toujours un peu plus à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Au passant, le masque. Il y avait bal costumé à l'Élysée-Montmartre ce soir-là. C'était à l'occasion de la mi-carême, et la foule entrait comme l'eau dans une vanne d'écluse dans le couloir illuminé qui conduit à la salle de danse. Le formidable appel de l'orchestre, éclatant comme un orage de musique, crevait les murs et le toit, se répandait sur le quartier, allait éveiller par les rues et jusqu'au fond des maisons voisines cet irrésistible désir de sauter, d'avoir chaud, de s'amuser, qui sommeille au fond de l'animal humain. Et les habitués du lieu s'en venaient des quatre coins de Paris, gens de toutes les classes, qui aiment le gros plaisir tapageur, un peu crapuleux, frotté de débauche. C'étaient des employés, des souteneurs, des filles de tout drap, depuis le coton vulgaire jusqu'à la plus fine batiste, des filles riches, vieilles et diamantées, et des filles pauvres, pleines d'envie de faire la fête, de dépenser de l'argent. Des habits noirs élégants en quête de chair fraîche, de primeurs déflorées mais savoureuses, rôdaient dans cette foule échauffée, cherchés, semblaient flairer, tandis que les masques paraissaient agités surtout par le désir de s'amuser. Les deux femmes, dont les cuisses semblaient attachées au corps par des ressorts de caoutchouc,
faisaient avec leurs jambes des mouvements surprenants. Elles les lançaient en l'air avec tant de vigueur que le membre paraissait s'envoler vers les nuages. Puis soudain, les écartant comme si elles se fussent ouvertes jusqu'à mi-ventre, glissant l'une en avant, l'autre en arrière, elles touchaient le sol de leur centre par un grand écart rapide, répugnant et drôle. Leurs cavaliers bondissaient, tricotaient des pieds, s'agitaient, les bras remués et soulevés comme des moignons d'ailes sans plumes. Et on devinait sous leur masque leur respiration essoufflée. L'un d'eux, qui avait pris place dans le plus réputé des quadrilles pour remplacer une célébrité absente, exécutait des cavaliers seuls bizarres qui soulevaient la joie et l'ironie du public. Il était maigre, vêtu en gommeux, avec un joli masque verni sur le visage, un masque à moustache blonde frisée qui coiffait une perruque à boucles. Il avait l'air d'une figure de cire du musée Grévin, d'une étrange et fantasque caricature du charmant jeune homme des gravures de mode. Et il dansait avec un effort convaincu mais maladroit, avec un emportement comique. Il semblait rouillé, à côté des autres, en essayant d'imiter leur gambade. Il semblait perclus, lourd comme un roquet jouant avec des lévriers. Des bravos moqueurs l'encourageaient. Et lui, ivre d'ardeur, gigotait avec une telle frénésie que soudain, emporté par un élan furieux, il alla donner de la tête dans la muraille du public qui se fendit devant lui pour le laisser passer, puis se referma autour du corps inerte, étendu sur le ventre du danseur inanimé. Des hommes le ramassèrent, l'emportèrent. On criait « Un médecin !» Un monsieur se présenta, jeune, très élégant, en habit noir avec de grosses perles à sa chemise de bal. « Je suis professeur à la faculté », dit-il d'une voix modeste. On le laissa passer, et il rejoignit dans une petite pièce pleine de cartons comme un bureau d'agent d'affaires, le danseur toujours sans connaissance, qu'on allongeait sur des chaises. Le docteur voulut d'abord ôter le masque et reconnut qu'il était attaché d'une façon compliquée, avec une multitude de menus fils de métal qui le liaient adroitement au bord de sa perruque et enfermaient la tête entière dans une ligature solide dont il fallait avoir le secret. Le cou lui-même était emprisonné dans une fausse peau qui continuait le menton, et cette peau de gant, peinte comme de la chair, attenait au col de la chemise. Il fallut couper tout cela avec de forts ciseaux, et quand le médecin eut fait dans ce surprenant assemblage une entaille allant de l'épaule à la tempe, il entr'ouvrit cette carapace et y trouva une vieille figure d'homme usé, pâle, maigre et ridé. Le saisissement fut tel parmi ceux qui avaient apporté ce jeune masque frisé que personne ne rit, que personne ne dit un mot. On regardait couché sur des chaises de paille ce triste visage aux yeux fermés, barbouillé de poils blancs, les uns longs tombant du front sur la face, les autres courts poussés sur les joues et le menton. Et à côté de cette pauvre tête, ce joli masque verni, ce masque frais qui souriait toujours. L'homme revint à lui, après être demeuré longtemps sans connaissance, mais il paraissait encore si faible, si malade, que le médecin redoutait quelques complications dangereuses. « Où demeurez-vous » dit-il. Le vieux danseur parut chercher dans sa mémoire, puis se souvenir, et il dit un nom de rue que personne ne connaissait. Il fallut donc lui demander encore des détails sur le quartier. Il les fournissait avec une peine infinie, avec une lenteur et une indécision qui révélaient le trouble de sa pensée. Le médecin reprit. « Je vais vous reconduire moi-même. » Une curiosité l'avait saisi de savoir qui était cet étrange baladin, de voir où gîtait ce phénomène sauteur. Et un fiacre bientôt les emporta tous deux de l'autre côté des buttes Montmartre. C'était dans une haute maison d'aspect pauvre, où montait un escalier gluant, une de ces maisons toujours inachevées, criblées de fenêtres, debout entre deux terrains vagues,
niche crasseuse où habite une foule d'êtres guenilleux et misérables. Le docteur, cramponné à la rampe, tige de bois tournante où la main restait collée, soutint jusqu'au 4e étage le vieil homme étourdi qui reprenait des forces. La porte à laquelle ils avaient frappé s'ouvrit et une femme apparut, vieille aussi, propre, avec un bonnet de nuit bien blanc, encadrant une tête osseuse, aux traits accentués, une de ces grosses têtes bonnes et rudes des femmes d'ouvriers laborieuses et fidèles. Elle s'écria. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a eu ?» Lorsque la chose eut été dite en 20 paroles, elle se rassura et rassura le médecin lui-même en lui racontant que souvent déjà pareille aventure était arrivée. « Faut le coucher, monsieur, rien d'autre. Il dormira et demain n'y paraîtra plus. » Le docteur reprit. « Mais c'est à peine s'il peut parler. »« Oh, c'est rien, un peu de boisson, pas autre chose. Il n'a pas dîné pour être souple. Et puis, il a bu 2 vertes pour se donner de l'agitation. La verte, voyez-vous, ça lui refait des jambes, mais ça lui coupe les idées et les paroles. Ce n'est plus de son âge de danser comme il fait. Non, c'est à désespérer qu'il ait jamais une raison. » Le médecin surpris insista. « Mais pourquoi danse-t-il d'une pareille façon, vieux comme il est ?» Elle haussa les épaules, devenue rouge sous la colère qui l'excitait peu à peu. « Ah, pourquoi ? Parlons-en. Pour qu'on le croie jeune sous son masque, pour que les femmes le prennent encore pour un godelureau et lui disent des cochonneries dans l'oreille, pour se frotter à leur peau, à toute leur sale peau, avec leurs odeurs et leurs poudres et leurs pommades. Ah, c'est du propre. Allez, j'en ai eu une vie, moi, monsieur, depuis 40 ans que cela dure. Mais faut le coucher d'abord pour qu'il ne prenne pas mal. Ça vous ferait-il rien de m'aider? Quand il est comme ça, je n'en finis pas toute seule. » Le vieux était assis sur son lit, l'air ivre, ses longs cheveux blancs tombés sur le visage. Sa compagne le regardait avec des yeux attendris et furieux. Elle reprit. « Regardez s'il n'a pas une belle tête pour son âge. Il faut qu'il se déguise en polisson pour qu'on le croie jeune. Si c'est pas une pitié. Vrai qu'il a une belle tête, monsieur. Attendez, je vais vous la montrer avant de le coucher. » Elle alla vers une table qui portait la cuvette, le pot à eau, le savon, le peigne et la brosse. Elle lui donna en quelques instants une figure de modèle de peintre, à grandes boucles tombant sur le cou, puis reculant afin de le contempler. Vrai qu'il est bien pour son âge. Très bien, affirma le docteur qui commençait à s'amuser beaucoup. Elle ajouta. Et si vous l'aviez vu quand il avait 25 ans, mais faut le mettre au lit. Sans ça, ces vertes lui tourneraient dans le ventre. Tenez, monsieur, voulez-vous tirer sa manche? Plus haut, comme ça. Bon, la culotte maintenant. Attendez, je vais lui ôter ses chaussures. C'est bien. À présent, tenez-le debout pour que j'ouvre le lit. Voilà. Couchons-le. Si vous croyez qu'il se dérangera tout à l'heure pour me faire de la place, vous vous trompez. Faut que je trouve mon coin, moi, n'importe où. Ça ne l'occupe pas. Un jouisseur, va. Dès qu'il se sentit étendu dans ses draps, le bonhomme ferma les yeux, les rouvrit, les ferma de nouveau, et dans toute sa figure satisfaite apparaissait la résolution énergique de dormir. Le docteur, en l'examinant avec un intérêt sans cesse accru, demanda. « Alors, il va faire le jeune homme dans les bals costumés. »« Dans tous, monsieur, et il me revient au matin dans un état qu'on ne se figure pas. Voyez-vous, c'est le regret qui le conduit là et qui lui fait mettre une figure de carton sur la sienne. Oui, le regret de n'être plus ce qu'il a été, et puis de n'avoir plus ses succès. » Il dormait maintenant et commençait à ronfler. Elle le contemplait d'un air apitoyé, et elle reprit. « Ah, il en a eu des succès, cet homme-là. Plus qu'on ne croirait, monsieur. Plus que les plus beaux messieurs du monde, et que tous les ténors, et que tous les généraux. » Vraiment, que faisait-il donc?
Oh, ça va vous étonner d'abord, vu que vous ne l'avez pas connu dans son beau temps. Moi, quand je l'ai rencontré, c'était un bal aussi, car il les a toujours fréquentés. J'ai été prise en l'apercevant, mais prise comme un poisson avec une ligne. Il était gentil, monsieur, gentil à faire pleurer quand on le regardait. Brun comme un corbeau et frisé avec des yeux noirs aussi grands que des fenêtres. Ah oui, c'était un joli garçon. Il m'a emmené ce soir-là et je ne l'ai plus quitté, jamais, pas un jour malgré tout. Oh, il m'en a fait voir de dur. Le docteur demanda: « Vous êtes mariée ?» Elle répondit simplement: « Oui, monsieur. Sans ça, il m'aurait lâché comme les autres. J'ai été sa femme et sa bonne. Tout ce qu'il a voulu. Il m'en a fait pleurer. Des larmes que je ne lui montrais pas. Car il me racontait ses aventures à moi, monsieur, sans comprendre quel mal ça me faisait de l'écouter. Mais quel métier faisait-il enfin? C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Il était premier garçon chez Martel, mais un premier comme on n'en avait jamais vu. Un artiste à 10 francs l'heure en moyenne. Martel? Qui ça, Martel? Le coiffeur, monsieur, le grand coiffeur de l'opéra qui avait toute la clientèle des actrices. Oui, toutes les actrices les plus huppées se faisaient coiffer par Ambroise et lui donner des gratifications qui lui ont fait une fortune. Ah, monsieur, toutes les femmes sont pareilles, oui, toutes. Quand un homme leur plaît, elles se l'offrent. C'est si facile. Et ça fait tant de peine à apprendre. Car il me disait tout, il ne pouvait pas se taire. Non, il ne pouvait pas. Ces choses-là donnent tant de plaisir aux hommes, plus de plaisir encore à dire qu'à faire peut-être. Quand je le voyais rentrer le soir un peu pâlot, l'air content, l'œil brillant, je me disais: encore une. Je suis sûr qu'il en a levé encore une. Alors, j'avais envie de l'interroger, une envie qui me cuisait le cœur, mais aussi une autre envie de ne pas savoir, de l'empêcher de parler s'il commençait. Et nous nous regardions. Je savais bien qu'il ne se tairait pas, qu'il allait en venir à la chose. Je sentais cela à son air de rire pour me faire comprendre: j'en ai une bonne aujourd'hui, Madeleine. Je faisais semblant de ne pas voir, de ne pas deviner. Et je mettais le couvert, j'apportais la soupe, je m'asseyais en face de lui. Dans ces moments-là, monsieur, c'est comme si on m'avait écrasé mon amitié pour lui dans le corps, avec une pierre. Ça fait mal, et rudement. Mais il ne saisissait pas, lui. Il ne savait pas. Il avait besoin de conter cela à quelqu'un, de se vanter, de montrer combien on l'aimait. Il n'avait que moi à qui le dire, vous comprenez, que moi. Alors, il fallait bien l'écouter et prendre ça comme du poison. Il commençait à manger sa soupe, et puis il disait: « Encore une, Madeleine. » Moi je pensais: ça y est, mon Dieu, quel homme, faut-il que je l'ai rencontré. Alors il partait. Encore une, et puis une chouette. Et c'était une petite du vaudeville ou bien une petite des variétés. Et puis aussi des grandes, les plus connues de ces dames de théâtre. Il me disait leur nom, leur mobilier, et tout, oui tout, monsieur. Des détails à m'arracher le cœur. Et il revenait là-dessus, il recommençait son histoire, d'un bout à l'autre, si content que je faisais semblant de rire pour qu'il ne se fâche pas contre moi. Ce n'était peut-être pas vrai tout ça. Il aimait tant se glorifier qu'il était bien capable d'inventer des choses pareilles. C'était peut-être vrai aussi. Ces soirs-là, il faisait semblant d'être fatigué, de vouloir se coucher après souper. On soupait à 11 heures, monsieur, car il ne rentrait jamais plus tôt, à cause des coiffures de soirée. Quand il avait fini son aventure, il fumait des cigarettes en se promenant dans la chambre, et il était si joli garçon, avec sa moustache et ses cheveux frisés, que je pensais: c'est vrai tout de même ce qu'il raconte. Puisque j'en suis folle, moi, de cet homme-là, pourquoi donc les autres n'en seraient-elles pas aussi toquées?
J'en ai eu des envies de pleurer et de crier et de me sauver et de me jeter par la fenêtre, tout en desservant la table pendant qu'il fumait toujours. Il bâillait en ouvrant la bouche pour me montrer combien il était las, et il disait 2 ou 3 fois avant de se mettre au lit: Dieu, que je dormirai bien cette nuit. Je ne lui en veux pas, car il ne savait point combien il me peinait. Non, il ne pouvait pas le savoir. Il aimait se vanter des femmes comme un paon qui fait la roue. Il en était arrivé à croire que toutes le regardaient et le voulaient. Ça a été dur quand il a vieilli. Ah, monsieur, quand j'ai vu son premier cheveu blanc, j'ai eu un saisissement à perdre le souffle, et puis une joie, une vilaine joie, mais si grande. Je me suis dit, c'est la fin. Il m'a semblé qu'on allait me sortir de prison. Je l'aurais donc pour moi toute seule, quand les autres n'en voudraient plus. C'était un matin dans notre lit. Il dormait encore, et je me penchai sur lui pour le réveiller en l'embrassant, lorsque j'aperçus dans ses boucles, sur la tempe, un petit fil qui brillait comme de l'argent. Quelle surprise! Je n'aurais pas cru cela possible. D'abord, j'ai pensé à l'arracher pour qu'il ne le vît pas. En regardant bien, j'en aperçus un plus haut. Des cheveux blancs. Il allait avoir des cheveux blancs. J'en avais le cœur battant et une moiteur à la peau. Pourtant, j'étais bien contente au fond. C'est laid de penser ainsi, mais j'ai fait mon ménage de bon cœur ce matin-là, sans le réveiller encore, et quand il eut ouvert les yeux tout seul, je lui dis: « Sais-tu ce que j'ai découvert pendant que tu dormais ?»« Non. J'ai découvert que tu as des cheveux blancs. » Il eut une secousse de dépit qui le fit asseoir comme si je l'avais chatouillé, et il me dit d'un air méchant: « C'est pas vrai. »« Oui, sur la tempe gauche. Il y en a 4. » Il sauta du lit pour courir à la glace. Il ne les trouvait pas. Alors, je lui montrai le premier, le plus bas, le petit frisé, et je lui disais: « Ce n'est pas étonnant avec la vie que tu mènes. D'ici à 2 ans, tu seras fini. » Eh bien, monsieur, j'avais dit vrai. 2 ans après, on ne l'aurait pas reconnu. Comme ça change vite un homme. Il était encore beau garçon, mais il perdait sa fraîcheur, et les femmes ne le recherchaient plus. Ah, j'en ai mené une dure d'existence, moi, en ce temps-là. Il m'en a fait voir de cruelles. Rien ne lui plaisait, rien de rien. Il a quitté son métier pour la chapellerie, dans quoi il a mangé de l'argent. Et puis, il a voulu être acteur sans y réussir. Et puis, il s'est mis à fréquenter les bals publics. Enfin, il a eu le bon sens de garder un peu de bien dont nous vivons. Ça suffit, mais ça n'est pas lourd. Dire qu'il a eu presque une fortune à un moment. Maintenant, vous voyez ce qu'il fait. C'est comme une frénésie qui le tient. Faut qu'il soit jeune. Faut qu'il danse avec des femmes qui sentent l'odeur et la pommade. Elle regardait émue, prête à pleurer, son vieux mari qui ronflait. Puis s'approchant de lui à pas légers, elle mit un baiser dans ses cheveux. Le médecin s'était levé et se préparait à s'en aller, ne trouvant rien à dire devant ce couple bizarre. Alors, comme il partait, elle demanda: « Voulez-vous tout de même me donner votre adresse? S'il était plus malade, j'irai vous chercher. » Bonne nuit. Bonne nuit.